cette minuscule terre que l'on aperçoit de l'avion qui survole l'océan Atlantique au large des côtes africaines est l'île de Gorée. Elle émerge à 3 km de Dakar dont elle commande la rade et l'entrée du port. Dakar a aujourd'hui 100 ans. L'île de Gorée est son aïeul. Elle fut découverte en 1444 par le portugais Dinis Diaz qui le premier doubla le Cap-Vert. Située à l'extrémité la plus occidentale du Vieux Monde, cette petite île a toujours été remarquée par les navigateurs partis à la découverte des terres inconnues des tropiques. Parmi les premiers qui abordèrent dans cette île, citons entre autres l'écrivain Camoens et le grand saint François Xavier. Christophe Colomb navigua dans le golfe de Guinée bien avant 1492. Quand le Portugal fut réuni à l'Espagne, après la perte de l'invincible Armada, sa décadence allait laisser le champ libre aux autres nations. Aux Pays-Bas d'abord. Pour protéger leur comptoir de la Compagnie des Indes, ils construisirent 2 forts. Le fort d'Orange et le fort de Nassau défendaient les magasins à marchandises et les logements des employés de la compagnie. Malgré de fréquentes attaques anglaises victorieusement repoussées par l'amiral Ruyter, Gorée est restée hollandaise jusqu'en 1677. En octobre de la même année, l'amiral d'Estrées, en route pour les Antilles avec une importante escadre, s'empara de Gorée en passant. Le traité de Nimègue confirma son appartenance à la couronne de France. Les traditions commerciales reprenaient, et surtout le trafic des esclaves, dont l'île de Gorée semble avoir vécu à la fin du XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe. L'authentique maison des esclaves, qui passe à juste titre pour l'une des plus curieuses de Gorée, en témoigne. Pénétrant dans une petite cour, sous un escalier arrondi, on se trouve dans le domaine réservé aux esclaves en instance d'embarquement. Là commençaient les souffrances dont fut payée la splendeur verdoyante des Antilles et la prospérité d'une grande partie du continent américain. Les bois d'ébène étaient entassés à peu près nus dans des pièces où n'arrivait que peu d'air et moins encore de lumière. La surveillance était facilitée par l'existence d'étroites meurtrières percées dans les murs. Une fois parqués dans une épouvantable promiscuité, la presque totalité des Noirs devenait un bétail passif, sans ressort et sans volonté. Quelques-uns, dévorés par le mal du pays, mouraient sur place, sans une plainte. Les autres s'obstinaient à vivre en attendant leur transport vers les Amériques. Et pendant que ces pauvres bougres souffraient dans leur prison de pierre, au loin résonnaient les échos des orgies et des fêtes, avec le concours des cignards. C'était Gorée la joyeuse des flibustiers et des trafiquants, des pirates et des corsaires, avec son prodigieux mélange de races. Si la diversité de la population de l'île n'a guère changé, sa coexistence n'a plus du tout le même caractère. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que Gorée fut longtemps la capitale des établissements français d'Afrique occidentale. Et pourtant, on retrouve son nom sur la plupart des traités qui partagèrent l'Ancien et le Nouveau Monde. Au début du XVIIIe siècle, Gorée subit de nombreuses attaques anglaises.
le roi fut amené à nommer un gouverneur représentant directement l'administration royale. Le premier fut Poncet de la Rivière, auquel succéda le duc de Lauzun pendant la guerre de l'indépendance américaine. Mais le plus célèbre des gouverneurs fut le chevalier de Boufflers, qui fit de Gorée sa résidence favorite. Pendant les années difficiles qui allaient suivre, son successeur fut Blanchot de Verly. La Compagnie du Sénégal fut mise en liquidation. L'abolition de l'esclavage supprima la principale ressource de l'île. La garnison ne perçut plus de solde, les Anglais en profitèrent pour s'emparer de Gorée, qui resta anglaise jusqu'à la fin de l'Empire. Le 17 juin 1816, le nouveau gouverneur français rejoignait son poste à bord de la frégate La Méduse, qui fit naufrage sur le banc d'Arquin. Les survivants du fameux radeau arrivèrent en rade de Gorée. Mais le gouverneur anglais, Brereton, refusa de les laisser débarquer. Ils furent secourus et soignés par les Noirs des villages voisins, et l'île ne nous fut rendue que 9 mois plus tard. Par un juste retour des choses, elle devint le port d'attache des unités navales chargées de la répression du trafic des esclaves sur les côtes d'Afrique. Le temps des captiveries et des enrichissements à bon compte était révolu. Les grandes religions imposèrent leur courant de prospérité matérielle et culturelle. La foi musulmane d'abord, avec sa discipline convenant parfaitement à des peuples à peine sortis du fétichisme. Le christianisme aussi, avec ses missionnaires dont la pénétration dans ces terres hostiles fut admirable de courage. La mosquée la plus ancienne du Sénégal construite en dur est celle de Gorée. De quand date-t-elle? Toujours soignée, toujours remise à neuf. Par contre, la première église chrétienne, construite par les Portugais sur l'emplacement actuel du poste de police, a disparu. Elle fut remplacée par l'église Saint-Charles, bâtie en 1829. Elle est contemporaine de la générosité chrétienne prodiguée dès 1822 par l'admirable maire Javouet, qui fonda une école à Gorée et habita cette maison. Vers le milieu du siècle dernier, la navigation à vapeur redonne à Gorée une importance passagère. À cette époque, où le canal de Suez n'était pas encore percé, les navires passaient obligatoirement au retour comme à l'aller devant Gorée. Dakar, à ce moment-là, n'était qu'un petit village de pêcheurs. Un village plein d'avenir où allaient essaimer les habitants de Gorée, devenus 4000. En 1854, Faidherbe prend en main les destinées du Sénégal, y rattachant le sort de Gorée, supprimant son autonomie. À travers les effroyables épidémies de fièvre jaune qui dépeuplaient périodiquement l'île, son avenir devenait de plus en plus problématique. Tout se ligua pour consommer et précipiter sa ruine totale. Comme si le destin avait voulu prendre une terrible revanche du honteux trafic de chair vivante dont elle avait tiré sa prospérité au siècle précédent. Dans l'île de Gorée, il y a bien peu de travail pour les habitants. Il leur faut effectuer le trajet en chaloupe, apporter leur ravitaillement. Même l'eau douce continue à faire cruellement défaut. Depuis quelques années, on assiste à un certain renouveau. La crise du logement à Dakar tendant à faire de Gorée une banlieue de la grande ville. La marine a consolidé bien des ruines et a établi une maison de repos. L'Institut français d'Afrique noire a installé un laboratoire de biologie marine
un musée historique et un musée de la mer. L'Afrique occidentale est pauvre en sites historiques. Pour le moment, il s'agit de sauvegarder les témoignages des siècles révolus. Quel sera l'avenir de Gorée? Il est évident que cet avenir sera lié à celui de Dakar. La grande ville voisine saura panser ses blessures. C'est son devoir envers une parente âgée, presque infirme. Dakar n'est plus le village de pêcheurs ramassés au bord de la mer. La petite jetée construite pour la relâche des navires de la Compagnie des Messageries Impériales a été remplacée par les immenses installations d'un port moderne. Arsenal, bassin de Radoub, môles et jetées munis de voies ferrées, appareils de levage à grande puissance, hangars de stockage vastes et bien conditionnés. La chambre de commerce, située place Protet, près de l'endroit où fut hissé le drapeau français le 25 mai 1857, contrôle et dirige des échanges impressionnants et qui ne cessent de croître dans tous les domaines. Le commerce de détail de la ville est extrêmement varié dans tous les quartiers. Le marché Kermel n'est que l'un des multiples foyers où l'on rencontre, en un pittoresque amalgame, les produits importés comme les marchandises locales. La population de Dakar a décuplé depuis 1914. La ville compte environ 250 000 habitants. Non seulement tout le plateau de Dakar se construit, mais la ville éclatant hors de ses limites s'étend au loin. Le Grand Dakar est en pleine croissance. D'immenses bâtiments s'édifient sur les grandes artères, modifiant sensiblement l'aspect de la ville. Les chantiers sont nombreux dans tous les quartiers. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Dakar, capitale administrative et politique de l'Afrique occidentale, place de commerce importante, escale maritime et aérienne de premier ordre, est devenue aussi un foyer culturel. L'énorme building administratif et le clair palais du gouverneur émergent de la verdure comme des symboles permanents de l'évolution africaine. Ce coin de la côte du Sénégal a vu naître l'une des plus importantes cités du continent noir. Dakar est l'une des plus belles réalisations accomplies en Afrique. Et la grande ville ne pourra jamais oublier celle qui a présidé à sa naissance, son aïeul, la minuscule terre délaissée, Gorée.